à tous. Eh bien, voilà, c'est parti pour le dernier ZCL de cette semaine, avant la période des jours saints, comme on appelle la Toussaint. Mais avant ça, on va parler bien sûr politique avec le maire de la ville de Pointe-à-Pitre, vice-président de Cap Excellence, Jacques Mangou. Bonjour. Bonjour. Plus tard, un peu avant, on fera un petit tour en Guyane avec Bruno Barna, notre correspondant là-bas, puisque Père Noël n'est pas arrivé à la Guyane, et on va savoir pourquoi, puisque hier soir, il y a eu des manifestations là-bas. Ensuite, on recevra Benjamin Faleras, auteur-compositeur, et puis il va parler du gospel sur la colline qui va avoir, comme vous le savez, un round, on va dire, un petit tour en Guadeloupe, un gospel tour, on va l'appeler comme ça. Et puis à la fin, nous parlons avec cette dame, Nathalie Gênes, très courageuse, m'a rejoint sur la vie. Elle a écrit un ouvrage sur son handicap et son courage de résister au handicap. Elle viendra tout à l'heure nous l'expliquer. Mais avant, on va essayer de faire un petit tour en Guyane. Je ne sais pas si on a déjà notre correspondant en Guyane, non, on ne l'a pas, mais on va commencer avec Jacques Mangou et c'est Marie-France Goujoetna, bonjour. Bonjour. Qui est chargée du portrait du maire un jour de Happy Birthday. Absolument. Puisque, monsieur le maire, vous êtes né effectivement le 27 octobre 1950 à Paris, donc très bon anniversaire. Merci. Donc votre père est guadeloupéen, votre maman est d'origine bourguignonne, vous n'avez pas un an lorsque vous revenez en Guadeloupe, votre papa s'installe comme médecin, vous faites votre scolarité évidemment dans l'île et puis ensuite vous partez poursuivre vos études à Bordeaux, vos études de médecine et de sciences. Vous obtenez votre diplôme de médecin généraliste et puis vous continuez, vous pensez vous spécialiser en cardiologie et puis au hasard d'un stage, en fait, vous finalement vous optez pour la gynécologie obstétrique. Une spécialité en fait que vous allez exercer évidemment en Guadeloupe, mais d'abord vous allez faire votre internat en Guadeloupe dans le CHU. À l'époque, c'était le tout jeune, tout beau CHU et vous êtes au service maternité. Vous continuerez d'ailleurs à travailler au CHU parallèlement à votre cabinet lorsque en 1982 vous obtenez votre diplôme. Alors, monsieur le maire, vous n'aimez pas beaucoup que l'on vous dise la médecine comme papa. Vous répondez que vous êtes d'une génération plutôt contestataire, où justement on ne voulait suivre les traces de personne. Il est vrai que vous aviez 18 ans en mai 68. Néanmoins, il est difficile de nier que l'image d'un père comme le vôtre ne peut pas influencer des choix de vie professionnelle. Vous avez mis au monde pas moins de au moins 3500 bébés guadeloupéens, mais désormais, effectivement, par obligation politique, en fait, vous ne voyez vos patients qu'une seule fois par semaine, mais dites-vous, vous le faites parce que c'est un besoin de rester en contact avec vos patients. Monsieur le maire, vous n'aimez pas beaucoup qu'on vous dise la politique comme papa. Et en fait, c'est juste parce que la politique, c'est pas comme papa, c'est comme toute la famille. Votre arrière-grand-père était un des lieutenants de Légitimus, votre grand-père était un militant socialiste, votre père un militant communiste. Ce que l'on sait moins, c'est que votre maman était aussi une grande militante pour la défense des droits de la femme. Et d'ailleurs, vous dites qu'elle a beaucoup influencé à travers ses discours et sa façon d'être. Elle vous a beaucoup influencé votre manière de penser. D'ailleurs, sur le ton de l'humour, vous dites qu'en étant enfant, vous ne passiez pas, vous, vos week-ends à la plage, mais vous passiez plutôt vos week-ends dans les meetings politiques ou alors au fin fond de la campagne, dans les plannings familiaux. D'ailleurs, vous vous êtes ensuite donc démarqué effectivement politiquement. Vous avez créé avec votre père, notamment en 1991, le PPDG, le Parti progressiste démocratique guadeloupéen, qui a été présidé donc par Henri Bangou à l'origine. Et depuis 2016, c'est vous qui en êtes le président. Avec la création du PPDG, vous intégrez le conseil municipal de la mairie. En 2004, vous briguez un mandat de conseiller général et en 2008, vous devenez le maire de Pointe-à-Pitre. Votre meilleur souvenir, en fait, qui n'est pas votre meilleur souvenir, mais votre souvenir le plus exaltant, c'est lorsque vous avez, avec d'autres médecins ici en Guadeloupe, lancé la fécondation in vitro. Ça vous a laissé un souvenir extraordinaire. Vous dites les premiers embryons, effectivement, dans les utérus et voir ces grossesses, c'était quelque chose de formidable à l'époque en Guadeloupe. Votre plus mauvais souvenir, au-delà, bien évidemment, du décès de vos proches, c'est toutes ces confidences de vos concitoyens qui viennent vous voir parce que vous êtes un élu et que ce sont des histoires vraies, mais souvent des histoires douloureuses. Pour vous, la plus grande qualité, eh bien, c'est probablement l'empathie. Pourquoi ? Parce qu'elle génère, dites-vous, une capacité à réagir et une capacité à faire du bien. Le plus grand des défauts, c'est la bêtise. Et si vous aviez un seul objet, alors j'ai fait une dérogation, j'ai dit 2, à emmener donc dans vos bagages si vous deviez traverser la planète, ce serait votre iPad, mais ce serait aussi et surtout votre appareil photo. Vous adorez immortaliser les événements ou les paysages que vous croisez. Alors, monsieur le maire, ma première question... Avant la première question... Pardon. Oui, on va tout de suite partir en Guyane. Bien on sûr. avait dit, gardez la première question pour monsieur Bangou. D'ailleurs, il pourra peut-être réagir sur la Guyane. Je crois qu'on a Bruno Barna en ligne. Allô ?
Oui, allô, bonjour. Oui, Bruno, bonjour. Alors, on vous appelle pour savoir un petit peu ce qui se passe en Guyane. Hier soir, on sait qu'il y a eu une manifestation assez violente. On sait que monsieur Macron a refusé de recevoir les Guyanais qui le réclamaient. Comment ça se passe là-bas aujourd'hui à Cayenne? C'est le calme plat, mais hier soir, ça a vraiment éclaté. Le fait que le président refuse de recevoir le collectif, en fait, il a dit qu'il ne veut pas recevoir des gens qui sont cagoulés, c'est tout. Oui. Et aujourd'hui, comment ça s'est passé? Alors, le collectif, on va dire, il attendait un Père Noël et il n'a pas eu son Père Noël, c'est ça? Moi, je pense plus que les gens sont un peu frustrés, le fait que le président a refusé de recevoir le collectif. Oui. C'est un peu dommage qu'il y a eu des heurts hier soir et beaucoup de gardes mobiles, toutes les bâtiments publics étaient protégés jusqu'à ce matin. Oui. Bon, là, ce matin, il est parti sur Kourou et cet après-midi, il sera à la CTG. Et je pense que le dispositif sera encore renforcé parce qu'ils veulent à tout prix éviter le coup de Madame Royal. Oui, bien sûr. Et donc, de ce qu'il a dit dans son discours de ce matin, en dehors du fait qu'il ne souhaitait pas recevoir le collectif, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement les promesses 1 milliard, plus 1 milliard, 1,5 milliard, 1,5 milliard, 2 fois 1,5 milliard, est-ce qu'il a parlé de ces investissements pour la Guyane? Bon, il a simplement dit que l'État tiendra sa parole, Oui. de ce qui avait été déjà acté. Bon, maintenant, il y a toujours d'autres choses qui arrivent et je pense que c'est dans ce sens qu'il a dit qu'il n'est pas le Père Noël, il ne peut pas promettre ce qu'il ne peut pas donner. Oui. Mais en ce qui concerne les 1 milliard, ce sont des trucs c'est acté. Oui. Et tout ce qui a été signé lors des accords de Guyane, l'État, il a dit que l'État respectera ses engagements. Bien. Dernière chose, Bruno, la situation est calme à Cayenne. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres manifestations? Je ne peux pas m'avancer, mais ils sont vraiment déterminés, le collectif. Veut dire que les 500 frères et les confrères, et ils sont passés ce matin dans différents services publics et privés pour baisser rideau. Et je pense que cet après-midi, lors de la visite à la CTG, je pense que ça va encore chauffer. Bien, merci Bruno Barnard en direct de Cayenne, notre confrère de radio Tout le Monde. Juste une petite réaction là-dessus avant de revenir à la question de Marie-France. Monsieur Bangou, le président de la République française qui débarque, qui dit qu'il n'est pas Père Noël, d'accord. Il refuse de recevoir le collectif des Guyanais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a des maladresses. Je pense que tout cela s'inscrit, doit être ajouté à toute une série de réactions à différents niveaux du sommet de l'État, que ce soit au niveau du gouvernement, de la présidence ou même, on va le voir dans un instant, dans la Chambre régionale des comptes. Il y a un manque de connaissances, un manque d'empathie vis-à-vis des pays et territoires d'outre-mer que nous représentons, et ça conduit à des postures qui génèrent des fortes irritations. Dire qu'on ne connaît pas le Père Noël alors que c'est la Guyane et plutôt c'est la Guyane qui est le Père Noël de la France. Dire cela, c'est sans être conscient qu'on froisse, qu'on blesse, qu'on fait du mal, qu'on génère de la révolte, c'est évidemment une maladresse. J'ai beaucoup d'amis élus ou citoyens en Guyane, et ils m'envoient, j'ai vu ce matin encore des vidéos régulièrement toute la matinée. Moi je suis solidaire de leur envie de voir leur pays décoller. Je comprends l'association des maires de Guyane qui hier a dit au président de la République: vous n'avez même pas prévu de rencontrer les maires et il faut que nous fassions pression pour que vous veniez nous rencontrer. Donc
on sent que tout cela, le calendrier médiatico-politique hexagonal n'est pas le rythme de la vie politique et les réponses dont nous avons besoin, nous, dans tous nos pays d'outre-mer. Voilà. Merci pour cette réaction sur la Guyane. On revient tout de suite à la situation en Guadeloupe. Et c'est Marie-France Bougeot-Etna qui va poser la première question guadeloupéenne. Bien sûr. Une question que je ne devrais pas poser un jour d'anniversaire quand même. Oui, mais enfin, ce sont des choses qui arrivent. Absolument. Donc, je dois préciser que j'ai insisté pour qu'il soit là, parce que normalement, un jour d'anniversaire, ça se fait autrement qu'à la télé, mais enfin bon. Ah, c'est aussi une bonne façon de le fêter. Aussi. Alors, donc, vous venez d'y faire allusion. Je vais vous poser une question concernant évidemment la Chambre régionale des comptes. Ouais. Donc, en fait, le déficit global, dit-elle, est de 56 millions d'euros, budget d'investissement et de fonctionnement cumulé. Alors, la principale cause en fait de ce déficit serait les restes à réaliser, c'est-à-dire tout simplement en fait ce fameux grand programme de rénovation urbaine, ce qu'on appelle le RUPAP. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que ça puisse être ça, l'origine d'un tel déficit ? Non. Non, je pense qu'il faut un petit peu d'explication. Alors, avant d'aborder la réponse comptable telle que vous le présentez, j'aimerais dire tout de suite et rappeler aux téléspectateurs, à vos auditeurs, ce qu'est la rénovation urbaine. La rénovation urbaine, nous avons démoli 1400 logements insalubres et surtout où les gens n'étaient pas en sécurité vis-à-vis du risque sismique. Donc nous avons comme objectif, et nous avons eu comme objectif, de mettre en sécurité 1400 familles. Le projet, c'est la reconstruction de 1500 logements du même type et de 600 logements intermédiaires pour apporter de la diversité sur l'ensemble de la ville. Donc reconstituer son habitat et renouveler sa population. C'est en cours, nous en avons construit 900 et les autres vont venir dans les années qui viennent. La rénovation urbaine, ce sont des écoles, la démolition d'écoles qui n'étaient plus aux normes pour construire des établissements où les enfants sont en sécurité. La rénovation urbaine, c'est de l'équipement urbain, de l'éclairage, des places, des parcs pour enfants, des espaces verts, une restructuration de la ville. C'est un hall des sports et ce sont des équipements culturels. Donc c'est ça la rénovation urbaine. Le miracle que nous réalisons, c'est de faire qu'en 14 ans, nous fassions que sur le territoire de la ville de Pointe-à-Pitre, 501 millions de travaux soient réalisés. Et la Chambre régionale des comptes reconnaît qu'aujourd'hui, 71% de cette masse est déjà en cours et les autres arriveront dans les 3 ans à venir. Lorsque nous faisons cela, c'est comme quand vous allez acheter une voiture, on vous demande quel est votre code-part. Lorsque vous faites cela, la ville savait très bien que sur petite ville, 15 000 habitants, même si c'est une grande ville à bien d'autres égards, en nombre d'habitants, c'est une petite ville avec un petit budget. Lorsqu'il a fallu dire il faut mettre 66 millions en compensation des 501 millions qui vont être mis sur le territoire, eh bien, la ville a d'abord été voir ses partenaires naturels et la région a continue d'apporter à hauteur sur les 14 ans, 18 millions. Le département, Jacques Gillot et maintenant Mme Borel, certains ont apporté 6,7 millions à peu près. Et ramenant la participation de la ville de 66 à 41 millions. Et sur les 41 millions de participation de la ville, que nous n'avions bien sûr pas dans nos poches, nous avons heureusement 27 millions de valeur foncière. Et donc, la ville entreprend cette rénovation urbaine avec en gros 14 millions en poche, la perspective de dépenser 14 millions en numéraire non pas sur un exercice, mais sur 14 exercices, pour pouvoir soulever 501 millions de travaux que tout Guadeloupéen, tout Pointois est en mesure de voir. Dire que c'est facile, non, ce n'est pas facile. Alors, on voit dans cette démarche aujourd'hui 2 choses. Une première chose assez singulière. La Chambre régionale des comptes dit le choix que vous avez opéré pour suivre comptablement votre opération n'est pas celui que nous aurions préféré. Ce qui est leur droit, vous n'avez pas fait
PPI, plan pluriannuel d'investissement, mais vous avez choisi, comme la loi vous l'autorise, de faire opération par opération. Oui, ça a été notre choix. Et il nous dit, puisque c'est comme ça, on va vous obliger d'inscrire dans les comptes qui traduisent la situation qu'on appelle le compte administratif, qui traduisent la situation d'une année d'exercice, toutes les opérations comptables de la rénovation urbaine jusqu'à son terme en 2020. Et nous disons ça ne s'est vu nulle part ailleurs. Et quand bien même ce serait comptablement, légal, c'est une grossièreté dans la manière de présenter notre rénovation urbaine, parce que le résultat, et c'est bien sûr de fustiger et de la ville de fustiger son opération. Et puis la deuxième chose, et c'est pour ça que j'hésite un petit peu à vous dire oui ou non, quand bien même nous aurions à le faire, et quand bien même la loi nous obligerait à inscrire dans le compte administratif cette partie, ce que nous n'avons pas encore réalisé jusqu'en 2020. Mais l'évaluation de cette somme, alors là, elle est complètement ridicule. La Chambre régionale des comptes nous dit que nous devons 24,6 millions aux concessionnaires pour pouvoir nous aider à aménager la rénovation urbaine, là où nous avons passé un contrat de 8 millions et dont nous avons payé 3,3 millions et il ne nous reste plus que 4 millions. Alors, donc, voilà, sur la méthode nous choque. Oui. Et les chiffres sont contestables. Ce qui ne veut pas dire, je le dis tout de suite, c'est important, Danick Xandronis, que par ailleurs, dans la vie quotidienne de la ville, la Chambre nous a signifié que nous avons un déficit dans notre fonctionnement, sur lequel nous avons constaté, que nous avons inscrit dans notre budget à hauteur de 14 millions, et pour lesquels nous avons pris des mesures qui sont en cours pour faire que sur 2 à 4 ans, nous arrivions sur le plan du fonctionnement, à dégager suffisamment d'économies pour que les charges que nous avons et qui ne diminuent malheureusement pas, elles puissent être compensées par, elles puissent être à la hauteur des recettes qui sont celles de la commune. Donc oui, nous avons un déficit de fonctionnement sur lesquels qui est de 14 millions. La Chambre des comptes nous a demandé d'ajouter 1,3 million de manière tout à fait justifiée, parce que c'est comment dirais-je encore, le paiement d'un impôt que nous avons lissé sur le trimestre de l'année d'après, donc qui va se retrouver sur l'année d'après. Donc c'est vrai que comptablement, on passe de 14 millions à 16 millions, 14 millions 5 à 16 millions sur l'investissement, mais tout le reste ne change pas, sauf que nous contestons qu'on nous dise ajouter des dépenses que vous n'avez pas encore faites jusqu'en 2020. Alors, M. Bango, pour que les choses soient claires et que les téléspectateurs comprennent, on ne va pas faire une bataille de chiffres. Ouais. On vous reproche, la Chambre affirme 56 millions, votre chiffre serait de combien, globalement? Si selon vos correctifs, parce qu'il y a deux mouvements, il y a d'un côté la CRC qui donne un chiffre, et vous qui donnez votre chiffre serait de combien? Le déficit de la ville, inscrit dans son budget, c'est 14 millions qui doivent être corrigés à 16 millions de déficit de fonctionnement et 7 millions de... Alors, ce qu'on appelle le déficit d'investissement, c'est un besoin d'investissement. C'est-à-dire c'est un argent qu'on n'a pas encore dépensé, mais dont on aurait besoin pour aller jusqu'au bout des investissements que nous avons prévus. À cela, la Chambre, ce qui fait 22 millions. Oui. Et à cela, la Chambre dit, nous voudrions que vous inscriviez des dépenses qui ne sont pas encore réalisées jusqu'en 2020. Si on doit l'ajouter, le décompte de ces dépenses-là ne dépasse pas 16 millions. En tout cas, ça n'a... Ce qui ferait 36 millions. Mais en tout cas, ce ne sont absolument pas les 56 millions présentés par la Chambre. Néanmoins, est-ce que ce fameux programme, ce RUPAP, n'a pas été un peu trop vu de manière trop grande? Parce que, par exemple, on a à peu près, là aujourd'hui, si on en croit le rapport, 21% des projets qui ont été abandonnés. Est-ce que pourquoi l'ont-ils été? Et est-ce qu'on peut partir de l'idée que vous avez vu trop grand, simplement? Non, je veux le dire à deux points de vue. D'abord, parce que la Chambre régionale des comptes, elle analyse la rénovation urbaine, un peu comme des aveugles, c'est-à-dire sans regarder ce qui se fait autour, mais en prenant une feuille de papier en disant voilà, sur telle ligne je ne vois pas. On est même venu nous dire un jour le hall des sports n'avait pas été construit. Parce que ça n'apparaissait pas quelque part de manière logique pour eux sur les comptes. Donc non, nous n'avons pas
elle n'est pas trop ambitieuse. Moi, je porte les ambitions de mes compatriotes. Je porte l'ambition de mettre en sécurité des gens vis-à-vis du risque sismique. Je porte l'ambition d'avoir des écoles qui permettent progressivement de faire que nos enfants seront à l'abri s'il y a un séisme majeur. Je porte l'ambition d'avoir, lorsqu'on a un établissement sportif, que ce soit un hall des sports qui nous permettent d'avoir à l'échelle de la Guadeloupe et pas simplement à l'échelle de Pointe-à-Pitre les compétitions que nous avons et pas simplement de nous laisser sur un terrain en bitume et au soleil. Alors ce n'est pas de la rénovation urbaine, mais nous sommes dans le même état d'esprit où il a fallu construire sur nos propres forces un centre des arts, et aujourd'hui il faut la collectivité d'agglo pour pouvoir effectivement redonner à la Guadeloupe et à notre agglomération l'outil culturel. Nous n'avons pas à rougir et dire ça ne nous ressemble pas. La posture de la Chambre régionale des comptes, ce n'est pas la mienne politiquement. Alors il se passe quelque chose quand même à Pointe-à-Pitre, c'est qu'on a le sentiment, M. Jean Bongou, que la population est en train de quitter Pointe-à-Pitre. C'est le contraire. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. Les derniers chiffres de l'INSEE. Non, mais là encore, Monsieur Zandonnet, comprenez un petit peu. Il y a d'abord une déflation de la population, parce que dans chaque appartement des cités Henri IV, de cité Chanzy, de la Tour Gabar, il y avait 10 habitants, parce qu'il y avait 6,5 enfants par famille. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, dans le même nombre de logements, il y a 2,5 personnes. Et que nous n'avons pas un territoire qui s'étend, donc il y a forcément une déflation. Ça, c'est un premier qui nous amène à peu près à 17-18 000 habitants. Et puis, lorsque nous lançons cette rénovation urbaine, qu'est-ce que nous faisons? Nous vidons la Tour Gabar, 345 logements. Nous vidons Chanzy, 375 logements. Nous vidons et nous détruisons toutes les bars d'Henri IV. OK ? Pour cela, on a réussi à en loger une partie dans ce que nous avons, mais nous avons 700 logements du même type à venir. Nous avons commencé à faire du logement intermédiaire avec les résidences Loïc Petit et Gaston Viens, et nous avons 130 familles, mais nous avons 270 logements intermédiaires qui sont à venir. Et lorsqu'on va jusqu'au bout de la rénovation urbaine, c'est 3000 habitants de plus qui doivent rentrer dans la ville. Qui reviendront vraiment. Mais vous savez, lorsque nous avons plus de demandes aujourd'hui que les capacités d'accueil. Oui. C'est ça la réalité. Et donc nous avons la population a été forcément, on savait qu'elle allait forcément diminuer non pas de quelques centaines, mais malheureusement de quelques milliers. Mais nous remontons. Au jour d'aujourd'hui, j'inscris pratiquement. Depuis le début de l'année, nous avons 450 enfants supplémentaires rentrant dans la strate des écoles au niveau des maternelles. Donc il n'y a pas, comme on le dit, regardez les chiffres de l'INSEE, donc il y aura une fuite des habitants. C'est plus complexe que cela. Il y a un mouvement de déflation, il y a la possibilité d'accueil d'une population, et nous entendons pouvoir à terme stabiliser la population autour de 18 ou 19 000. Pourtant, on pourrait comprendre effectivement qu'il y a peut-être une fuite de la population, simplement parce qu'avec une dette de 3 400 € par habitant, est-ce que les Pointois peuvent s'inquiéter, par exemple, de voir augmenter les impôts locaux? Enfin, quel est le risque pour eux? Est-ce que ça, c'est une éventualité? D'abord, il faut construire cela. Les habitants, dans leur extrême majorité, ils ne se lèvent pas tous les matins en regardant si la dette par habitant est de 3 400 €. Ça, c'est vraiment un débat très intellectuel que nous avons entre nous, qui est nécessaire pour la bonne conduite des affaires. Mais quand je descends dans la rue, les gens regardent si le marché à Mario correspond à une évolution positive dans leur quotidien, si le hall des sports leur permet d'aller voir des compétitions de qualité et permettre d'accueillir des compétitions internationales, si là où ils habitent dans les résidences Paul Moueza, Lynn Dorothée, Casimir Létang et toutes celles qu'on a créées jusqu'à présent, la qualité de vie qui est la leur, qui n'a aucune commune mesure avec celle qu'ils avaient avant. C'est ça, cette réalité-là.
Et la DARS, par exemple, où en est ce grand projet de rénovation de la DARS? Parce qu'on voit toujours l'ancien... De la DARS? Oui. Ah oui, alors oui. Parce que je parle et notamment des bâtiments. Alors on sait que ça a commencé entre le Memorial Act et l'Oricis, que tout cet espace-là, en fait, il y a tout un programme de rénovation jusqu'en 2030, je crois. Ah. Et néanmoins, quand on vient par Place de la Victoire, est-ce que on voit par exemple que des bâtiments comme l'ancien cinéma, etc., n'ont pas été rénovés? Alors, on en est toutes ces réponses, mais vraiment toutes ces réponses ont été apportées parce qu'elles existent, ces réponses. Et parce que justement nous avons conscience qu'ici et là, on a un peu la facilité de se dire on passe et on ne voit rien, alors rien ne se ferait. Toutes ces réponses, on les a apportées dans un séminaire que nous avons fait avec Cap Excellence, qui est la première étape de ce qu'on appelle les itinérances territoriales, avec un focus fait sur chaque centre-ville, en commençant par Pointe-à-Pitre demain avec les abîmes, ensuite Bémao ou Bémao les abîmes, c'est pas dans un ordre préétabli. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons apporté toutes ces réponses. Vous avez parlé de 2 points, mais on pourra en envisager plein d'autres. La DARS, ça relève de travaux que va entreprendre le port autonome, qui est sur la DARS parce qu'il y a une urgence, il y a un quai qui est en train de s'effondrer, et on ne va pas se contenter de redresser le quai, on en profite pour faire avancer le projet Caruquet-Rabé dans cette partie de l'interface ville-port, et donc les négociations sont déjà faites avec les marins-pêcheurs pour les inscrire dans une forme de maintien d'une activité de vente de poissons sur le bord de la DAS. Dans d'autres conditions, j'imagine, dans d'autres conditions. Mais justement, dans des conditions qui sont modernes, parce que pour le moment, ils sont dans une situation un peu illégale. Oui. Et avec non seulement, pas simplement la réfection du quai, mais on fait un cheminement piéton qui est une partie du cheminement qui va conduire à terme, depuis le Memorial Act jusqu'à l'Oricis. Vous parlez de la Renaissance. Cap Excellence a expliqué les projets qui sont pour la Renaissance, pour le musée L'Herminier, pour la maison natale de Saint-Jean-de-Perse. Alors, sur la maison, il y a eu une grosse polémique autour de la destruction de cette maison. Oui, mais parce que, je veux dire, il est difficile dans ce pays, mais je pense que c'est peut-être valable ailleurs, différencier le regard citoyen et le légitime questionnement que chacun peut avoir avec les démarches politiques et les préparations pour les échéances municipales. Au lendemain du cyclone, j'ai dû prendre la responsabilité de faire démolir par Cap Excellence ce qui restait de la façade de la maison Saint-Jean-de-Perse, qui ne tenait plus qu'à un clou et qui menaçait de s'écrouler sur la population, menaçant les voisins. Et par ailleurs, derrière, nous avions pris toutes les précautions avec des drones, avec des architectes, avec des ingénieurs pour prendre toutes les mesures nécessaires. Et d'ailleurs, on a profité de cette démolition pour ne pas laisser piller ce qui restait du bâtiment, pour garder les ferronneries, etc., pour que nous puissions reconstruire avec une façade à l'identique et en remettant le maximum de matière. Où sera reconstruite cette maison? Au même endroit. Au même endroit. On va reconstruire la maison à l'identique avec un projet derrière, un projet culturel derrière. Donc, passons sur la polémique. Nous sommes dans des démarches. La Renaissance, c'est la même chose. Il y a un très beau projet culturel. De toute façon, on va probablement devoir démolir et reconstruire la façade alors qu'on voulait conserver la façade, simplement parce qu'on nous a dit, vous avez dit, on a dû mettre des étais. Il est impossible de garder. Ça risque de s'effondrer d'un moment à un autre. Il nous reste 2 minutes et demie, Marie-France. Alors, une avant-dernière question. Okay. Donc, vous venez de faire allusion aux échéances municipales pendant 2020. Je voudrais parler de Georges Brédan, en fait. Georges Brédan, qui est le soutien absolument, tout le monde le sait, Larry Chalus. Georges Brédan, qui est président de la commission de la culture au sein du conseil régional, qui ne s'est pas présenté au sénatorial. On peut imaginer qu'il sera probablement candidat pour les prochaines municipales. Est-ce que c'est un candidat dangereux? Très rapidement. Je prends en considération toutes les candidatures. Pour le moment, nous ne sommes pas. Moi, je suis... par ma position de maire, je suis dans le quotidien. Je suis sur la réalisation de tout ce sur quoi je me suis engagé. Cette fameuse rénovation que vous avez imaginée un peu trop ambitieuse et qui, justement, elle est ambitieuse, mais j'assume cette ambition. Mais également le Centre des Arts avec Cap Excellence. Mais c'est également sur Darboussier, après le Memorial Act que nous avons permis en mettant du terrain à disposition de la région. Mais c'est la construction d'un hôtel 4 étoiles qui se met à côté. Vous me parlez
parliez de la place de la Victoire. J'ai eu le bonheur de voir une initiative privée qui transforme l'ancienne clinique Saint-Nicolas en hôtel 4 étoiles. Voilà la dynamique actuelle. S'agissant de Georges Brédan, je ne sais pas ce qu'il fera, et s'il se présente aux élections, et s'il faut qu'on s'affronte de nouveau, on le fera. Ce que je veux quand même dire très clairement, c'est vrai que ce n'est pas une situation facile au sein d'une même famille d'avoir à, je veux dire, être en compétition politique. Mais je dois vous dire que la qualité de relations affectives et de relations tout court, intellectuelles, de partage, parce que dans notre parcours politique, nous avons beaucoup partagé ensemble. Donc je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Bon, le reste, laissez-nous faire. Alors, 2 petites questions très rapides. On va passer sur le port. On viendra une autre fois sur le port. Alors, beaucoup de gens disent que la ville est sale. Et on a l'exemple de Plus Belle Larry qui a lancé une opération avec même des 4x3 soutenue par une marque de boissons. Une autre opération du même genre a été lancée. Sur ce point précis, les commerçants le disent. Certains pointent disent aussi que la ville n'est pas accueillante du point de vue de l'hygiène. J'imagine que ça vous gêne et que vous n'êtes pas d'accord. Et qu'il y a des solutions. Non, je veux... Moi, c'est pas ce qui me gêne. Là. Ce qui est factuel, ce qui existe, je le regarde en face et j'y apporte des corrections. Et j'essaie d'y apporter des corrections politiques. Ce qui me gêne, c'est quand, certaines choses sont exagérées, et deuxièmement, quand on ne met pas on ne pointe pas du doigt les vraies responsabilités. Au jour d'aujourd'hui, la première chose, c'est que quand la Chambre régionale des comptes et que les magistrats disent « Nous, on ne connaissait pas Pointe-à-Pitre il y a quelques semaines ou quelques mois, on arrive, vous nous dites que vous êtes une ville-centre. Non, à la rigueur, on considérera que vos charges de centralité, on va les estimer pour une population de 18 000 habitants. » C'est un non-sens. La ville de Pointe-à-Pitre, c'est 45 000 personnes en permanence tous les jours. C'est des déchets pour 100 000 habitants. C'est les abîmes, Pointe-à-Pitre et Bémao, donc Cap Excellence, représentent 52% du paiement à la tonne des ordures au niveau du CIVAD. On a vu les chiffres, oui. C'est 70 000 véhicules par jour, avec des trous, et chaque fois qu'il y a un trou, on dit qu'est-ce que la ville fait. C'est ça, ces charges de centralité. Ça grève votre budget. Mais c'est énorme. Oui. Est-ce qu'il y a des solutions? Attendez, c'est énorme dans les budgets. Et vous m'avez parlé sur la question de la propreté. Donc, la ville, elle est soumise à l'impact d'une population qui vient, qui traverse, qui salit, etc. Donc, il faut, pour combattre cela, d'abord changer d'attitude, de mettre ces cartons aux heures où il faut les mettre, etc. Deuxième fait, à Gosier, dans certains endroits, on ne collecte les déchets que 2 à 3 fois par jour. Oui. Petit-Bourg, c'est la même chose. À Pointe-à-Pitre, 6 jours sur 7. Et quand le dimanche où nous faisions une collecte, quand nous transférons la compétence à Cap Excellence et qu'ils arrêtent de le faire le dimanche, ça devient une émeute. Oui. C'est ça la réalité. Et quand le samedi soir, la ville est impeccable, eh bien le dimanche matin à 9h, chacun est passé pour déposer ses déchets. Nous avons donc là, à la fois, hier encore, j'étais dans une réunion avec des services de Cap, puisque c'est là où le transfert s'est fait, pour améliorer, en disant non, attention, c'est vrai que telle image est peut-être pas supportable, il faut que nous revenions sur tel point, sur tel autre, oui, mais globalement, la ville assure un service qu'aucune commune de Guadeloupe ne fait, mais elle est soumise à une charge, une pression de la population qui est énorme de ce point de vue-là. Alors oui, nous continuerons de faire des progrès. Nos services travaillent dessus très, très régulièrement, mais nous allons le faire en partenariat avec la population pour que celle-ci soit bien consciente que quand on sort de là où on est pour revenir déposer des déchets dans des poubelles, ça ne sert pas la Guadeloupe. Il est 13h03. Juste un mot, une seconde. Le PPDG va disparaître avec le parti de l'UREL ou pas? Je ne connais pas le parti de l'UREL. Il est en formation. Oui, mais il est en gestation. Lorsqu'il naîtra, on fera connaissance. Oui. Le PPDG, le PPDG dans une. Alors, le PPDG dans une démarche qu'il a expliqué, qui est de dire, nous pensons que là, il n'a pas vocation à perdurer sur les mêmes bases sans se rénover, sans se restructurer.
sans hasard appelé à une refondation à gauche. Nous avons lancé et nous lançons, je profite de votre antenne pour vous dire que la première des 4 étapes de rencontre, de débat par le PPDG est lancée et se fera dès le 15 novembre. Oui. La première étape étant sur quel pouvoir domicilié en Guadeloupe pour plus de responsabilités. La deuxième étape sera une étape qui se fera un mois après sur la notion de notre identité dans une république plurielle. La troisième étape qui posera la question à la fois de l'emploi, mais surtout d'une manière plus globale et plus philosophique. On vous invitera pour venir parler de ça, la création des richesses et les répartitions. Et la dernière étape sur l'environnement. C'est pour dire que le PPDG, il est en mouvement. Et au bout de ça, le PPDG dit il nous faudra certainement nous restructurer, s'allier avec d'autres, se fondre avec d'autres, peut-être. Alors, vous me dites qu'il y a une partie de l'UREL, mais il y a peut-être d'autres partis qui vont se faire. En tout cas, dans ce qui était la gauche autrefois, il y a de quoi faire ensemble, aussi bien avec ce qu'il y a d'hommes et de femmes engagés au niveau du PS qu'au niveau d'hommes et de femmes engagés au niveau du PPDG, mais également dans d'autres sphères, il y a de quoi faire une grosse force alternative en Guadeloupe qui pose les questions sur des bases idéologiques un peu moins populistes et sur lesquelles, autour desquelles les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes doivent pouvoir se retrouver. Merci Jacques Mangou, merci Marie-Françoise Goudjouetna, merci à la technique d'avoir été patient. Je sais que c'est l'heure de la pub, on ne va pas rallonger la sauce. Tout de suite, la page de pub, on se retrouve tout à l'heure avec Mendy et Kessia pour le développement du journal. Ouais, bonjour à tous. Si vous n'étiez pas là, vous avez perdu Jacques Mangou. Il était avec nous depuis 12h30. Mais vous pouvez le revoir sur le www.zcl.tv. C'est sur le Facebook de l'émission. Sinon, eh bien, bonjour Mandy. Bonjour Danick. Bonjour Kessa. Bonjour Danick. Bien, tout le monde est là. Et on va parler, bien sûr, information tout à l'heure. Alors, je rappelle qu'on va parler avec M. Benjamin Faliras du Gospel Tour. Ce sera bientôt en Guadeloupe. Et puis, nous allons recevoir en fin d'émission Nathalie Gênes, ma revanche sur la vie. C'est une dame qui a un courage particulier, qui vit une situation physique difficile, un handicap, mais elle a survécu et elle a tenu à porter son témoignage. Nous allons la recevoir tout à l'heure. Et bien, tout de suite, on repart sur l'information avec Mandy et Keïssa. Merci Danick. Et effectivement, en ce vendredi 27 octobre, voyons ce qui fait l'actualité. Nouvelle réunion pour la commission Caraïbe de l'Association des aéroports francophones ce matin à Pointe-à-Pitre. L'heure pour ce groupe d'affinité entre aéroports de même langue de dresser un bilan sur la saison cyclonique 2017. Et l'association Haïti Monde tenait une conférence de presse, ça s'est passé à Bémao, pour annoncer le 2e colloque international ayant pour thème « Après la colonisation, repenser les relations triangulaires ». Et enfin, relooking pour la ville de Capesterre-Belo. 2018 sera donc l'année du changement pour la commune qui compte faire de nouveaux aménagements pour redynamiser son centre-ville. Voilà donc pour les titres de ce vendredi 27 octobre. Et sans transition, on part donc du côté de l'aéroport où la commission Caraïbe de l'Association des aéroports francophones, créée en décembre 2016 à l'occasion du 25e congrès en Martinique, se sont réunis une nouvelle fois à Pointe-à-Pitre ce vendredi et au cœur des discussions, retour sur l'expérience de chacun après une saison cyclonique plutôt mouvementée. Un reportage sinistre à Manicor. Mais de façon à pouvoir travailler plus efficacement, au lieu d'aller à Paris, d'aller dans un pays francophone, nous avons décidé donc de créer une commission géographique, donc la commission Caraïbes, dans laquelle nous nous réunissons de façon à traiter des spécificités propres à nos plateformes dans la zone Caraïbe, plateformes francophones dans la zone Caraïbe. Et aujourd'hui, cette commission réunit l'aéroport de Saint-Martin, l'aéroport de Saint-Barthélemy, Cayenne, la Martinique et la Guadeloupe. Et nous avons calculé que nous représentons un trafic
ensemble d'environ 5 millions de passagers par an. C'est vrai qu'on a plusieurs sujets à l'ordre du jour, mais en particulier le partage d'expériences par rapport à tout ce qu'on vient de connaître au mois de septembre. Alors Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont connu de manière plus tragique le passage de ces phénomènes cycloniques, mais nous aussi, donc que ce soit la Martinique ou la Guadeloupe, nous avons été impactés indirectement par ces phénomènes. Et nous avons tous eu à mettre en œuvre aussi nos plans d'urgence. Et c'est vrai qu'avec le retour d'expérience de chacun, ça nous permet d'améliorer nos plans d'urgence et d'être aussi plus efficaces dans de telles situations, suivant qu'un phénomène est atteint ou pas nos installations. La situation à Saint-Martin s'améliore de jour en jour. Là, on a traité toute l'urgence. Là, aujourd'hui, on est clairement dans une phase de reconstruction qui va prendre du temps parce qu'on a forcément des soucis d'acheminement du matériel, de main-d'œuvre également, et de paramètres où l'île est complètement dévastée. On essaye d'apprendre aussi de nos expériences passées pour faire au mieux pour faire face à ces éventuelles catastrophes qui peuvent se représenter. Cette commission est très importante parce qu'on peut faire un partage d'expérience avec tous les aéroports francophones de la Caraïbe. Oui, c'est important d'exprimer d'abord sa solidarité à l'égard de nos collègues de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, et au-delà d'avoir un échange d'expérience sur la gestion de ce type de crise, sur les différents facteurs d'exploitation que nous connaissons dans le cadre de la gestion de nos plateformes. Nous examinons tous les sujets d'intérêt commun qui peuvent nous aider à améliorer l'exploitation de nos plateformes. Donc on puisse avoir des liaisons beaucoup plus directes, une coordination, une coopération aussi beaucoup plus directe pour qu'on soit plus efficace chacun dans nos exploitations quotidiennes. Et on poursuit avec le colloque qui a eu lieu hier lors d'une conférence de presse à Bemao. L'association Haïti Monde a annoncé dans le cadre du 2e colloque international après la colonisation, repenser les relations triangulaires. L'objectif étant de permettre aux citoyens de se remémorer les événements passés pendant la colonisation et après l'abolition de l'esclavage. Un colloque qui se déroulera du mardi 31 octobre au jeudi 2 novembre. Reportage Olivier Félix. S'inscrit dans le cadre de la célébration des 170 ans de la publication du décret d'abolition de l'esclavage. Donc l'objectif de ce colloque, c'est de réfléchir à ce qui s'est passé pendant la colonisation, ce qui s'est passé après l'abolition de l'esclavage, et de voir comment nous pouvons penser ensemble le monde de demain. Il s'agit surtout de penser le monde à venir. Nous n'allons pas faire le jugement, le procès de la colonisation, donc les acteurs ne seront pas là. En fait, les acteurs sont morts il y a fort longtemps. Donc l'intérêt, c'est surtout de regarder l'avenir, de regarder le monde qui nous attend. Les temps forts, il y en aura pas mal. Il y en aura premièrement la conférence inaugurale le 31 octobre à la maison coloniale de Vonche de 16h à 17h, la conférence de M. Jean-Philippe Omontunde, et puis le 1er novembre il y aura la conférence plénière d'Alain Renaud, qui est professeur de philosophie, ancien directeur du département de philosophie de l'université de la Sorbonne, qui nous fera une conférence sur penser un humanisme après la colonisation. Il s'agit pour nous de continuer dans notre programme politique de démocratisation de la culture. Donc il nous a semblé essentiel de continuer à accompagner ce genre de colloques, ce genre de conférences, afin de nourrir l'esprit de nos concitoyens, leur apporter la culture, leur permettre de se connaître, de connaître leur histoire, puisque comme j'ai à le dire souvent, pour mieux aborder l'autre, il faut se connaître soi. Donc il nous semble essentiel d'accompagner ce type de colloques, ce type de réunion autour de la connaissance de soi, la connaissance de son histoire. Nous avons aujourd'hui un devoir, c'est-à-dire de faire en sorte que l'histoire soit véritablement le fait pour des civilisations humaines d'accéder à la dignité de l'objectivité. Parce que la subjectivité crée des tensions, ça crée des frustrations, et c'est ça qui fait que nous n'avons pas pu véritablement faire cette grande avancée qui était souhaitée depuis la loi Taubira en 2001. Nous devons soutenir cette raison pour qu'elle affronte les intérêts économiques de manière à faire en sorte qu'on puisse créer un monde où il y ait un minimum d'égalité, vous voyez, et que ça ne soit pas toujours le discours de la minorité qui possède contre la majorité qui n'a rien. C'est ça la problématique de fond.
Voilà, il est 13h19 et on revient donc à l'actualité culturelle. Nous sommes vendredi et vous vous souvenez, il y a quelques mois de cela, Gospel Tour avait été présenté au Fort Fleur d'Épée, au Fort d'Elgrès à Basse-Terre. Une opération qui avait été montée avec le Conseil général à l'époque. Et Benjamin Fadiras, vous êtes un petit peu auteur-compositeur, vous êtes à l'initiative de ce Gospel sous la colline. Alors où en est le projet aujourd'hui? Il revient en Guadeloupe, c'est bien cela? Écoutez, enfin le projet se porte bien. En fait, nous sommes en train de remonter la tournée Guadeloupe. Un Gospel Tour. Gospel Tour, Gospel sous la colline Tour. Oui. Parce qu'effectivement, nous sommes venus dans notre île natale, oui. Mais il s'est créé un vrai besoin les îles avoisinantes, la Martinique, parce que j'ai aussi des artistes qui font aussi partie, qui sont natifs de la Martinique, de la Guyane aussi. Oui. Donc on s'est dit cette fois-ci, on va faire le grand tour, oui. À savoir Guadeloupe, revenir ici chez nous, Martinique et la Guyane. Oui. Alors le spectacle a changé ou il est toujours le même, ce qu'on avait présenté au fort? Alors le spectacle n'a pas changé, enfin il s'est amélioré dans le sens où on va avoir d'autres chorégraphies beaucoup plus performantes, oui. Parce qu'on a des danseurs de folie et donc je vais leur donner un peu de gré à moudre. À la hauteur de leur talent. Donc il y aura une recréation de la chorégraphie. De la chorégraphie. Et c'est ce qu'on appelle le livret musical ne va pas changer. Non, le livret ne va pas changer parce qu'on a expérimenté la comédie pendant 2 mois au Folie Bergère. Oui. Et vous êtes passé à la Folie Bergère? Oui, en 2015, en fait, oui. On a lancé la comédie au Folie Bergère pendant 2 mois. Oui. Et il y a eu un tel succès que, vous savez, avec le metteur en scène, les premiers jours, on fait les premiers ajustements. Oui. Et ensuite, c'est rodé, c'est bouclé, on ne change plus la alors mise en scène. Il existe peut-être des gens qui ont été frustrés, qui n'ont pas vu ce Gospel sous la colline. Est-ce que vous pouvez me dire quelques petits mots sur l'origine même de ce projet, Gospel sous la colline? Alors, on se souvient du casting qui avait eu lieu, beaucoup de monde avait recruté des gens. Oui. Il y a des gens qui ont vu le spectacle, il y en a qui n'ont pas vu. Mais écoutez, à l'origine, c'est un projet qui m'est venu en tête il y a une dizaine d'années, donc j'ai mis une dizaine d'années à me battre pour que ça existe. Oui. Parce que vivant à Paris, je me rendais compte que la communauté noire, afro-antillaise et afro-descendant, n'était pas représentée du tout, ni dans le paysage audiovisuel, ni dans les spectacles, etc. Donc j'ai monté une troupe, j'ai voulu faire ce projet pour montrer qu'on est aussi capable de faire beaucoup de choses, pas uniquement le sport, que j'adore, ni le football ou autre, mais aussi monter des pièces et jouer comme les gens à Broadway, etc. Donc il y a une dizaine d'années, je suis allé voir Féminine Richard, qui a lu le scénario, qui m'a dit, écoute, si jamais tu fais ça, je suis là. Et donc mon potomitan, c'était Féminine Richard. Absolument. À partir de ça... Elle sera de nouveau là? Ah bien sûr, elle est toujours là. Incontournable. Incontournable. Oui. À partir de ça, j'ai rameuté tous les artistes que je connaissais, chanteurs, danseurs, musiciens. J'ai écrit le projet, bien, je l'ai bien élaboré. Et lorsqu'on a eu le financement, je me suis accoquiné avec des gens connus, tels que le metteur en scène, Jean-Luc Moreau, Patrice Pereiras, un grand arrangeur musical, et à nous 3, on a fait que ce projet soit une réussite. Alors pourquoi ça s'est appelé à l'origine Gospel sur la colline? En fait, Gospel sur le monde. Aussi, mais vous savez que les artistes entre eux, depuis, s'appellent les Morniens. Parce qu'on est venu en Guadeloupe, on a un petit peu adapté, créolisé, et depuis, on s'appelle entre nous les Morniens, Gospel sur le Morne. Oui, pourquoi sur la colline? Gospel sur la colline, c'est que en fait, l'idée de départ, c'est pour expliquer un petit peu la tolérance entre les peuples, etc. J'ai voulu écrire l'histoire d'un révérend en Louisiane, dans les années 50, qui a l'idée saugrenue de faire une église, de bâtir une église qui soit à la fois ouverte aux Noirs et aux Blancs. Multiraciale. Multiraciale. Donc c'était un petit peu folie parce qu'on est en pleine ségrégation raciale. À l'époque, oui, il faut le dire, les gens qui ne savent pas qu'aux États-Unis, dans les années 50, les Noirs et les Blancs vivaient séparément dans le pays. Il y a des endroits où il était interdit aux Noirs. Absolument. C'est écrit d'ailleurs. C'était écrit aux Noirs. Absolument. Et donc, c'est un petit peu une façon humoristique d'aborder ce thème-là, le terme du racisme, la tolérance, etc. Et ce révérend annonce à sa communauté que maintenant, on va faire une nouvelle église, plus belle, plus grande sur la colline, parce que lui, un petit peu barré dans sa tête, il se réfère au Christ, qui lorsqu'il allait prêcher, allait sur le mont des Oliviers. Donc, en hauteur, l'ascension pour lui, c'est capital. Et donc, cette église-là sera non seulement un lieu de culte, mais aussi un lieu social. Oui, un lieu de rassemblement. Exactement. De vie, comme on dit. Exactement. Et lui, dans sa tête, c'est que par la suite, il fera aussi un restaurant, une salle de cours, vraiment un côté social qui veut, c'est
très avant-gardiste, très avant-gardiste. Et donc ça s'est appelé Gospel sur la colline, mais c'est pas que du gospel, c'est toutes sortes de musique, du jazz, du rhythm and blues, la comédie musicale, enfin l'amour, il y a tout ce charivari, enfin, dans Gospel. Vous mettez sur scène combien de personnes? Alors, on est 44, ils sont 44 sur scène, avec 10 musiciens, des vrais musiciens, parce que en fait, je me suis calqué sur les codes de Broadway. Comment ça se fait à Broadway, c'est que les musiciens jouent en live. C'est pas des bandes musicales comme ça se fait à Paris. Tout est joué en live. Donc ça veut dire qu'un jour, vous irez jouer à Broadway, il y aura une version américaine ou anglaise de Gospel on the Hill. Écoutez, vous ne croyez pas si bien dire, parce que pendant notre passage aux Folies Bergères, il y a eu un producteur japonais qui est passé nous voir et qui a adoré le projet et c'est dans les tuyaux pour qu'on aille en Asie, en Corée, etc. Ah bon? Et pourquoi pas? Oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les ultramarins avaient un vrai talent qu'on ne leur connaissait pas. Tout à fait. On nous connaît enfin tout ce qu'on sait bien faire, enfin le zouk, la biguine, enfin, etc. Il n'y a pas que ça. Voilà. Mais sur ce registre-là, on a montré, et je le savais, qu'on avait des comédiens hors pair. Pour une Féminine Richard, il y a plein d'autres derrière et qui ont vraiment éclos par cette comédie musicale. Et la presse, TF1, en France Télévisions, ils sont tous venus enfin nous voir et ils étaient étonnés de voir comment on savait faire autre chose que le sport. Alors, Gospel sur la colline, quel va être l'agenda des représentations? Comment ça va s'organiser concrètement? Écoutez, on est en train de préparer tout cela, on n'a pas encore les dates précises, mais ça sera à l'horizon 2018, mai-juin 2018, pour la Caraïbe, pour les Antilles. Et ensuite, en fin d'année... en fin d'année prochaine, de 2018? Oui, je parle de mai 2018. Hein. Oui, donc c'est en fin d'année 2018. Voilà. Mai-juin pour la Caraïbe et pour reprendre à Paris, octobre, fin d'année. Donc il y a un retour à Paris? Oui, bien sûr. Il y a un retour sur Paris. Mais d'abord, enfin, revenir nous ressourcer ici. Merci en tout cas, Benjamin Falira, d'être venu nous dire ça. On va suivre le projet, puis on espère vous revoir d'ici le mois de mai, quand le projet sera bien de nouveau dans nos murs. Il va être 13h26, 27 minutes presque, l'heure de la pub. On se retrouve pour la suite du journal et pour recevoir Nathalie Gênes, que j'espère qu'il est déjà là. Voilà, dernier retour sur le plateau du ZCL en direct de C10FM, la 103, aussi de 89.8 RHT. Nous sommes en direct et je vous l'ai dit, nous allons accueillir Nathalie Gênes, Ma revanche sur la vie, pour cet ouvrage qui est sorti aux éditions Nestor. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, si les téléspectateurs ne le verront pas, on vous voit, mais il faut dire que vous êtes une handicapée. Oui, tout à fait. Une handicapée qui a décidé de survivre et de vivre normalement. Tout à fait. Alors c'est un combat difficile, j'imagine. Oui, un combat depuis la naissance jusqu'à maintenant. Parce qu'à la naissance, on disait que... que je ne serais pas viable en fait, que je n'allais pas passer 24 heures. Ouais. Et là, ça fait 42 ans que je suis là. Vous êtes à l'entrée de vos 40 ans et on vous voit bien fraîche et bien jolie. Alors, première chose pour nos téléspectateurs, parce que moi je ne connaissais pas, le spina bifida. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le spina bifida, alors moi j'ai un spina bifida avec hydrocéphalie valvée. Oui, parce que vous avez donné 4 définitions. Oui. Alors, vous êtes avec spina bifida myélogocèle, myéloméningocèle. Alors en fait, un peu, parce que c'est important que les gens comprennent. Alors, c'est un terme latin, tout simplement. Spina, c'est épine dorsale. Bifida fondue. Donc, c'est la moelle épinière qui est fondue en deux. Donc voilà, et qui incombe plusieurs petits dérèglements, c'est-à-dire je ne sens pas du tout le bas, tout ce qui est membre inférieur, tout ça, je n'ai pas du tout de sensibilité. Et je suis née avec une hydrocéphalie. Donc en fait, si vous voulez, je suis née avec le liquide céphalorachidien, dans lequel le cerveau, j'en avais trop, j'en avais en surplus. Et donc j'ai une valve qui draine le liquide céphalorachidien, qui maintenant fonctionne normalement. Mais petite, mes parents devaient appuyer sur la pompe que j'ai là pour que le liquide s'écoule. Voilà. Mais ça va, tout va bien, tout fonctionne. Alors vous avez pris la décision il y a quelque temps d'écrire cet ouvrage.
Oui. Alors, j'imagine que vous avez voulu témoigner qu'on est handicapé, on peut s'en sortir. Tout à fait. Alors, quel effort de volonté il a fallu pour ça? En fait, à la base, c'est né d'un mal-être profond dû à cet handicap. Et depuis aussi mon arrivée en Guadeloupe il y a 20 ans, Vous êtes né dans la Moselle, c'est ça? Je suis née en Moselle, oui. Donc en fait, je me suis rendu compte que l'handicap était tabou en fait en Guadeloupe. Oui, c'est vrai. Encore en 2017, les regards. Handicap récemment. Voilà, les regards sont durs sur la différence. Or, nous sommes des personnes à part entière, quel que soit le handicap. Et il faut savoir que en fait, c'est vrai qu'au début, ça a été dur pour moi, mais en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'écriture du livre que l'handicap, c'était ma force, en fait. Oui. Voilà, que j'en ai fait ma force, une force. Alors, qui a une question? Oui, justement, mais dites-moi, étant jeune, étant écolière plutôt, comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Comment vous avez surmonté ça? Très mal. Très mal. Vous savez, quand... Vous étiez en France à l'époque, hein? Oui, j'ai fait toute ma scolarité en France, sauf le lycée que j'ai fait à Bémao. Mais c'est vrai que, étant enfant, les enfants comme les lycéens, on est méchants entre nous. On est méchants envers la différence. Mais après, je pense que ça vient aussi peut-être de l'éducation, peut-être aussi le fait que en Guadeloupe, l'handicap et les personnes handicapées, on les voit pas, ou sinon elles sont regroupées dans des centres en fait. Oui. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de toujours avoir une vie totalement normale. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, vous écrivez dans le livre qu'en 2001, vous avez décidé de vous marier. Tout à fait. Oui. Alors, c'est une décision aussi, alors je ne parle pas du conjoint, mais de vous-même, c'est une décision que vous avez prise conjointement, j'imagine. Oui, parce que je suis handicapée, mais je reste une femme. Oui. Donc, voilà. On peut être handicapée et amoureuse. Voilà, tout à fait. Oui. C'est pas interdit à une personne invalide d'être amoureuse. Donc, voilà. Et votre vie quotidienne, alors vous racontez dans le livre votre vie quotidienne, surmonter chaque fois une étape comme ça? Oui, mais ça vous renforce. Ça vous renforce de... Enfin, quand vous parlez d'étapes, vous parlez des interventions? Oui, alors il y a les interventions, bien sûr, le côté médical, mais je parle du côté social aussi, avec l'environnement. Oui, mais ça aide justement d'être dans un milieu ordinaire, à se surpasser. Parce qu'on a toujours envie d'être à hauteur des autres.